Alors, je voudrais maintenant vous parler de FME, du cloud. On va toujours rester dans le cloud, mais on va rentrer plus dans le vif du sujet pour ce qui vous concerne. Je voudrais vous présenter les avantages que vous pourriez tirer de l'utilisation du cloud en tant qu'utilisateur de FME, les nouvelles méthodes de travail et les nouveaux modèles économiques. On va commencer par les méthodes de travail qui, pour moi, découlent de trois arguments, trois intérêts du cloud: l'existence de données, la puissance et les services. On va commencer par les données. On pense souvent que le cloud, c'est uniquement des machines, éventuellement quelques services de base de données, des choses comme ça. En fait, il y a également des données, beaucoup de données. En tout cas, le cloud d'Amazon, je ne parlerai pas d'autres services concurrents qui peuvent peut-être offrir des services équivalents, je ne sais pas. En tout cas, dans le cloud d'Amazon, vous avez beaucoup de données disponibles. Je vous réfère à voilà, l'URL présentée ici si vous voulez le détail. Il m'a semblé intéressant de faire un focus sur certaines d'entre elles, et notamment sur leur possibilité d'utilisation directement dans FME. Donc dans FME directement, vous avez accès à trois formats, trois readers, hein, qui vous permettent d'accéder de manière native aux données Sentinel, Landsat 8 et Terran Tiles. Donc Terran Tiles, c'est un modèle numérique de terrain qui est disponible sur l'ensemble du globe. Landsat, vous connaissez tous cette constellation de satellites. Et Sentinel-2, Frédéric en a parlé tout à l'heure, c'est une constellation de satellites européens qui prennent des images en permanence et qui repassent à chaque point du globe tous les 5 jours en moyenne, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un outil très intéressant si vous voulez suivre l'évolution de la planète. Et vous imaginez bien qu'une photo tous les 5 jours au même endroit, ça pèse beaucoup, ça fait un volume très très important. L'autre possibilité, vous avez également la possibilité d'accéder à d'autres sources de données par l'intermédiaire du transformer S3 Downloader ou d'autres services. Par exemple, les modèles météorologiques de Météo France. Il y a une base de données, enfin en tout cas un jeu de données Open City Model qui m'a l'air intéressant, même si c'est centré sur les États-Unis, ça m'avait l'air intéressant. Et puis OpenStreetMap, qui est disponible sur AWS. On reviendra sur cet exemple tout à l'heure, OpenStreetMap, on va voir en quoi c'est intéressant d'y accéder par l'intermédiaire d'AWS. Pour l'heure, je voudrais prendre un petit exemple. J'ai fait joujou, comme on dit, pour essayer de représenter une cartographie des inondations de l'Aude du mois d'octobre de l'année dernière. Donc pour ça, j'ai construit un modèle numérique de terrain qui a été sauvegardé au format PDF. Bon, je vous montre le résultat directement. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Hop, hop. Alors, on va me dire ça, c'est peut-être du classique avec FME, mais c'est toujours sympa de faire en PDF, ça peut être assez pédagogique de fournir ce type d'informations. Donc, comment c'est constitué? Il y a trois sources d'informations. Le modèle numérique de terrain qui est fourni par la source Terran Tiles, pas l'ortho-image, enfin l'image satellite qui a été plaquée dessus, qui vient d'une source Sentinel-2. Et enfin, ce que vous voyez en rouge, c'est une source MapInfo du service de détection des crues de la Méditerranée. Donc, je remercie le département de l'Aude pour m'avoir fourni ces données. Voilà comment on peut faire ça avec FME. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tous les... Voilà. Tous les projets que je vais vous montrer ou dont je vais vous parler seront fournis sur les actes de la conférence, donc vous pourrez les réexécuter si vous le souhaitez. Le jeu de données correspondant au contour d'inondation lui-même est privé, donc il sera pas fourni. Mais vous aurez la logique. Voilà, tout simplement. Voilà, j'utilise des feature readers avec les fameux formats dont je vous ai parlé. Voilà, qui s'appelle Sentinel-2 on AWS. Voilà. Et parmi les paramètres, il y a des choses intéressantes. On peut filtrer par rapport à la couverture nuageuse. On peut demander à voir des images sur une date donnée, un intervalle entre deux dates, ou par rapport à ou en limitant la couverture nuageuse. Donc ça, c'est le premier exemple.
je reviens là-dessus. Voilà, donc ça c'est en annexe. Ensuite, la puissance. Il vous arrive tous, j'imagine, d'avoir besoin de puissance, de vous dire, oh là, j'aimerais bien avoir une machine un peu costaud, que ce soit pour traiter des gros volumes de données, souvent des images, de plus en plus pour la 3D, ou pour paralléliser des traitements, si vous lancez 2, 3, 4, 5 traitements en parallèle. Pour mémoire, avec une licence FME, desktop, vous pouvez lancer jusqu'à 8 traitements en parallèle. Et puis, alors l'apprentissage, c'est un peu récent, le deep learning, mais la phase d'apprentissage elle-même consomme beaucoup de puissance et d'énergie. Donc, ça peut être intéressant de disposer de ressources pour ça. Dans le cloud, on peut, qui sont en intérêt, louer des machines pour quelques heures, voire pour quelques secondes. Alors, ce n'est pas si ridicule que ça, des secondes. Il nous arrive très fréquemment de louer des machines pour quelques secondes dans notre procédure de développement de logiciels, de tests d'installation. On peut déployer automatiquement une instance, installer automatiquement un logiciel, faire des tests et arrêter l'instance. Donc, le tout peut prendre 1 minute, peut-être quelques secondes. Donc, ce n'est pas si stupide. Dans le cas qui nous intéresse, pour FME, ça peut être intéressant d'avoir une machine pour quelques heures. Et on a le choix de 2 à 128 virtuels CPU, et surtout plus intéressant, d'un demi-giga à près de 2 Tera de RAM, ce qui commence à faire quelque chose, être intéressant. Et puis, pour les petits malins, on peut aussi profiter des bonnes occasions. Olivier n'en a pas parlé, c'est ce qu'on appelle Spot. C'est un système d'enchères qui vous permet d'accéder à des instances, de la puissance de calcul, un tarif bradé, on va dire, puisque Amazon se dit que dans son gros data center avec les 80 000 serveurs, il a forcément de la capacité de calcul en RAB. Et bien, cette capacité en RAB, il va vous donner la possibilité de l'acheter, de la louer à des tarifs tout à fait intéressants. Alors qu'ils ne sont pas de l'ordre de moins 10, moins 20, c'est plutôt du moins 50, moins 80, moins 90%. Alors bien entendu, il ne faut pas s'amuser à lancer des traitements critiques sur du spot si c'est plutôt pour produire des résultats intermédiaires, ce n'est pas pour une machine de production. Vous pouvez produire des données, bien entendu, mais ce n'est pas pour un serveur web qui doit tourner H24. Ça, c'est clair. Vous pouvez en discuter avec Jean-Bastien, bien entendu, à la pause. Alors, quelle est la bonne pratique pour ça? Il y a plein de manières différentes de travailler. On peut avoir une machine, commencer par une petite machine et puis l'upgrader, la faire grossir, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui est conseillé. La bonne pratique, c'est plutôt d'installer une pile logicielle, donc avec au minimum FME. Et puis, si vous utilisez PostGIS dessus, vous pouvez le rajouter au QGIS ou ce que vous voulez. Donc, vous installez ces logiciels sur une instance EC2. Il faut préalablement choisir votre système d'exploitation. Ensuite, vous allez créer une image. Ça se fait très facilement à partir de la console. Ça va être un clic droit, créer une image ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. À partir de ce moment-là, l'image est stockée pour un prix dérisoire et vous allez pouvoir l'instancier quand bon vous semble, plusieurs fois si vous voulez, en choisissant le type de machine. C'est là que vous allez pouvoir choisir le processeur, la RAM, spot ou pas, et ça c'est intéressant. Et là, vous allez enfin disposer de votre machine de travail, qui va être, selon vos besoins, une petite machine pour faire de la conception du développement, ou une machine un peu plus trapue pour faire de la production. Pour ce qui concerne l'environnement de travail FME, ce que nous conseillons, c'est d'utiliser un serveur de licence qui va permettre d'alimenter en permanence l'instance FME. Ce serveur de licence peut être soit chez Amazon, soit hébergé dans votre propre infrastructure. Et on peut mettre les deux en communication avec un lien VPN. Christelle Buisson, cet après-midi, vous parlera d'un projet qu'elle a mené pour EPAMARN. Il travaille dans ce cas de figure, ce qui permet aux instances FME ou d'autres instances EC2 qui se trouvent dans le cloud d'accéder aux licences FME et voire aux licences ArcGIS, éventuellement à des bases de données. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'on ne peut pas avoir accès à son infrastructure interne. Et puis, on conseille également d'utiliser S3, le mécanisme de stockage de fichiers qui va assurer le stockage permanent de vos données sources et des résultats. De manière à ce que sur vos instances de travail,
vous n'ayez que le système d'exploitation, les logiciels et des données temporaires. Au moment de choisir sa machine, vous avez le choix entre différents critères. Le processeur, c'est vraiment pas le plus important. Il y a peut-être des experts dans la salle qui vont me dire le contraire, mais je ne pense pas que ce soit le plus important parce que de toute façon, si vous prenez une machine avec beaucoup de RAM, le processeur va aller avec de manière automatique. Le nombre de vCPU, ce n'est pas important non plus. Un process FME va utiliser une vCPU. Donc ça ne sert à rien d'en avoir 50. Sauf si vous voulez paralléliser les traitements, si vous voulez lancer 5-6 traitements FME en parallèle, là, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs vCPU. Mais en général, dans ce qui est proposé, c'est plutôt surdimensionné. La RAM, ça c'est intéressant. Parce qu'il ne faut surtout pas que votre traitement FME consomme plus de mémoire que vous n'en disposez en mémoire vive. Sinon, ça oblige le système d'exploitation à swapper, comme on dit, donc à écrire sur le disque dur de manière temporaire. Et là, les performances sont absolument catastrophiques. Donc, il faut bien dimensionner la RAM. Utiliser un bon disque, ça c'est important. Au minimum du SSD. Et si possible, des disques avec un débit, un nombre de procédures, de transactions, entrée-sortie et garantie, ce qu'on appelle les IOPS. Ça peut aider à améliorer les performances. Puis enfin, le réseau, si vous devez communiquer soit avec des bases de données, soit avec des sources externes, Amazon propose des réseaux allant jusqu'à 25 gigabits par seconde, qui fait pas mal. Donc, on a fait un petit exemple. Moi, je me suis amusé, entre guillemets, à créer une belle petite image de la France à partir des données Sentinelle. Donc, vous avez parlé tout à l'heure. Moi, j'ai utilisé un des canaux qui est le canal RGB correspondant à la vision classique, qui offre une vision une résolution de 10 mètres. Donc, lorsqu'on requête ces images, on récupère des dalles qui sont dans différents systèmes de projection. Donc, il y en a 4, dans 4 fuseaux UTM. Et au total, j'ai récupéré 237 tuiles pour un total de 9 gigas en JPEG 2000, donc déjà format compressé. Au final, j'obtiens une image en JPEG 2000 de 3 gigas 7, composée de 14 milliards de pixels, et que j'ai reprojeté en Lambert 93. Alors, Lambert 93, c'est vraiment pas pertinent après coup, parce que vous voyez la zone, l'étendue, on sort largement du spectre du Lambert 93. Je pense que Spherical Mercator eût été plus pertinent, mais c'était un test, donc je pense que c'est pas très grave. Il y a une grosse différence entre le volume source et la destination, parce qu'il y a pas mal de recouvrement entre les tuiles. Parce que c'est ça qui explique la différence. Et le résultat, si vous voulez récupérer ces données, voilà, elles sont disponibles ici, soit dans un bucket Amazon S3, soit sous forme de tuiles de service WMS. Avant de passer à ça, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que j'ai l'image ici. Hop, pardon. Pas le même. Voilà. Donc ça, c'est l'image. Donc, comme j'ai dit, 3 giga 7. Voilà. Alors après, je n'ai peut-être pas été très, très malin parce que je n'ai pas assez filtré, je pense, à certains endroits, les nuages. Donc sur les Alpes, c'est vraiment de la neige. Par contre, sur la Manche, je pense qu'il y avait quelques nuages. Alors, si j'essaie de faire un zoom, là, pour une résolution de 10 mètres, vous voyez, c'est pas extraordinaire quand on est habitué aux ortho-images, mais c'est quand même sympathique. Et puis, on peut avoir ça sur le monde entier plusieurs fois par mois. Donc, on peut faire des choses intéressantes. Alors, revenons à nos moutons, parce que nos moutons, c'est quand même la puissance. Donc, ce que j'ai fait pour ça, j'ai utilisé une petite machine pour la conception, pour la préparation, pour l'extraction des données. Donc, les 37, je ne sais plus combien de tuiles, là. 237 tuiles. Ça ne demande pas beaucoup de puissance. Il faut requêter, récupérer les informations, les stocker sur S3. Donc, j'ai utilisé une petite machine, d'abord du Windows chez moi, puis après, j'ai mis ça sur une machine, un petit T3 C2 avec 4 Go de RAM. Puis pour la production de la mosaïque, là, j'ai pris quelque chose d'un peu plus costaud, 128 Go de RAM, même si ce n'est pas monstrueux, on peut trouver beaucoup plus gros, un disque d'1 Tera, et la durée totale du traitement était de 12 heures. Donc, je ne suis pas sûr que sur une petite, entre guillemets, machine, avec 32 ou 64 Go de RAM, le traitement est même abouti, parce que souvent, ça entraîne des problèmes. Le tarif à la demande, donc j'aurais dû payer 1,18 € de l'heure.
Mais comme j'ai utilisé l'instant spot, facturé à 0,268 à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien est le cours de l'instant spot, ça varie, c'est comme le pétrole. Voilà, ça m'a permis de payer 3,50 $. Vous voyez le principe. Voilà, on peut avoir des machines pas trop chères de manière intéressante. Un petit slide juste pour dire qu'on a publié sur notre site web un petit tutoriel pour vous expliquer comment travailler sur une machine Linux distante sans interface graphique à partir de votre poste Windows disposant d'une interface graphique avec un terminal X. Ensuite, les services. Olivier en a parlé un petit peu. Les services de base du cloud que vous devez tous utiliser, qu'il faut tous utiliser, c'est le stockage. Je ne vais pas en reparler, c'est l'évidence, S3 ou les bases de données, ça marche bien, c'est super. Je voulais juste vous parler des services à valeur ajoutée, un peu plus, tels que Athena et Recognition, qui relèvent plus du big data et l'IA. Alors Athena, qu'est-ce que c'est? C'est un service de requêtage qui vous permet d'attaquer en SQL des jeux de données constitués de fichiers CSV, JSON ou RC stockés dans un bucket S3. Donc vous avez des fichiers qui sont plus ou moins structurés et vous allez pouvoir les attaquer avec du SQL. Et comme FME est capable d'exploiter le driver JDBC d'Athena, eh ben on a tout ce qu'il faut pour faire des requêtes sympathiques. On va prendre comme exemple le requêtage de la base de données, la base de données OSM. Donc la base OpenStreetMap est livrée d'un format qui s'appelle PBF. Ce sont des fichiers 10 planètes qui correspondent grossièrement à environ 45 gigaoctets de données. Une fois installé sur une base PostGIS, c'est entre 3 et 5 Tera en fonction des index, etc. L'avantage de passer par Amazon, c'est que Amazon récupère ces jeux de données, donc ces PBF, toutes les 15 minutes ou à chaque fois qu'il y a une modification, donc il y a une mise à jour très régulière, et va les convertir dans un format qui s'appelle ORC. Et ce format ORC a la particularité d'être adapté à du requêtage par des clusters de processeurs, un petit peu sur le mécanisme d'Hadoop. Ça vous permet d'avoir des temps de requête qui sont, des temps de calcul qui sont très rapides. Donc lorsque dans une console, votre console Athena, vous tapez cette requête, donc vous voyez, vous allez créer une table qu'on appelle planète. Vous définissez la structure, c'est classique, mais vous allez lui indiquer l'emplacement du fichier. Autrement dit, cette requête-là crée une espèce de vue finalement qui va pointer sur les fichiers qui sont loqués dans ce bucket S3. Et une fois que c'est fait, eh ben, on installe FME, le connecteur JDBC pour Athena, et on peut taper une requête de ce type. On va demander à récupérer tous les hydrants, donc toutes les bouches à incendie de la ville de Lyon. Donc, vous voyez, les requêtes ne sont pas très puissantes en termes de requêtes d'analyse spatiale, mais ça permet de faire des choses qui me semblent sympathiques. Alors, on va faire une requête en live. Si ma connexion, c'est pas désactivé, Athena, voilà, c'est ça. Tuc, tuc, tuc. Donc là, hop, je lance la requête. Boum. Et là, je vais requêter donc 45 gigaoctets de données pour récupérer les bouches à incendie de la ville de Lyon. Je transforme ça en géométrie. Et avec un peu de chance, on devrait les visualiser dans quelques secondes dans Data Inspector. Alors, j'ai limité, voilà, à 100. Je fais une petite limite 100 pour aller un peu plus vite. Et vous voyez la requête qui a été exécutée là. Voilà, elles apparaissent ici. On va mettre une petite image de fond. Et on devrait être sur Lyon normalement. Voilà, ça va arriver. Pendant ce temps-là, bon, ce qui est long, voilà, c'est l'image de fond. Vous pouvez visualiser ici le contenu du fichier planète avec les tags associés. Donc, il y a plusieurs tags associés à un hydrant. Voilà, Mapillary, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une image associée. Vous savez qui l'a mis à jour, panier à vide, etc. Et quand. Donc ça, c'est quand même pas mal. On peut faire beaucoup de choses sur OSM sans avoir installé de l'OSM.
Voilà. Attention à la facturation, comme tous les services dans le cloud, c'est un coût. Donc voilà, il faut bien lire la notice d'utilisation. Deuxième exemple, AWS Recognition. Là, on est plutôt dans l'intelligence artificielle et dans la reconnaissance d'images. Un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec FME tout à l'heure. Le service Recognition qui est là, il n'a pas de connecteur à FME. C'est pas cool. Donc j'ai demandé à Jean-Bastien qui est dans le coin, voilà, qui est là, qui à partir du SDK de Recognition a pu très rapidement développer une API en code Lambda avec un service Amazon qui s'appelle Lambda en utilisant le langage Node.js, ce qui a permis de publier les services de Recognition sous forme d'API type REST. Et à partir de ce moment-là, on est tranquille avec FME. On peut y accéder avec HTTP Caller. Voilà. Et ce qui permet voilà, d'accéder. Voilà. Donc ce que fait FME, vous avez compris, FME prend une image sur ma machine, il l'envoie chez Amazon, sur Recognition, puis il dit qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Et là, il me dit quoi? Alors, il y a des labels, ouais, je suis désolé, vous ne voyez pas, mais en gros, il vous dit que c'est une vache à 99,999%, ce qui est pas mal. Mais alors, ce qui m'épate, alors là, je suis tombé un peu, c'est qu'il me dit que c'est une vache laitière quand même, à 94%. Et le coût de la vache laitière, j'avoue que ça m'a bien plu, c'est quand même pas mal, avec un très haut degré de confidence. C'est pareil, de confiance. Pareil pour le chien, non seulement c'est un chien pour lui, mais c'est un berger allemand. Et alors, je ne suis pas un expert canin, mais je pense qu'il n'a pas tort. Alors, on pourrait récupérer l'emplacement des objets aussi, hein, selon les objets, mais pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, ici, voilà, je vais envoyer une image de lion. Dans les tags associés, voilà, en gros, il dit, ben, c'est un paysage, il y a de l'eau, il y a des buildings, il y a des gratte-ciel, c'est plutôt urbain, des choses comme ça. Et ça, un paysage, par exemple, il ne peut pas le localiser. Donc, selon les tags, les étiquettes, il va vous donner plus ou moins d'informations. Voilà. Donc, c'est un service qui me semble intéressant. Là aussi, vous aurez le code, bien entendu. On me dit que j'ai plus que 3 minutes, mais je pense que je vais largement dépasser. C'est pas grave, c'est ma conférence. Hein. Bon. Nouveau modèle économique, on va avancer quand même là-dessus. Nouveau modèle économique. Je voulais maintenant vous parler des relations que vous pouvez avoir entre utilisateurs et fournisseurs. Je pense qu'en gros, dans la salle, il y a deux types de publics. Il y a des utilisateurs de FME et des prestataires qui essayent de leur vendre des services. Je pense que le cloud peut changer la nature de vos échanges. De manière traditionnelle, le prestataire il va vous proposer de développer des scripts FME, éventuellement de les maintenir, et l'utilisateur, lui, il va investir dans ce script, dans ce développement. Il va également investir dans une infrastructure, au minimum un poste, hein, une machine pour le faire tourner. Et puis il va exploiter le logiciel et l'infrastructure. Donc ça veut dire pour exploiter le poste, eh bien, il faut avoir des ressources aussi. Et puis il va entretenir tout ça, c'est-à-dire qu'il va payer une maintenance. Dans le modèle qu'on peut envisager dans le cloud, qu'on appelle SaaS, que vous connaissez tous, le prestataire, lui, peut avoir une action différente. Lui, il va avoir proposé un service en ligne qui va lui permettre de vendre non seulement du logiciel, son savoir-faire, mais aussi de l'infrastructure et aussi de la maintenance et de l'exploitation, tout ça en même temps. Et l'utilisateur, lui, il n'investit plus, il loue et il consomme en quelque sorte. Voilà. Donc c'est moins du long terme, c'est plus de la courte durée. Le fonctionnement est un petit peu différent. Je ne dis pas qu'un modèle va remplacer l'autre, je dis que les deux modèles vont cohabiter. Alors si je vous parle de ça maintenant, c'est que dans l'univers FME, on peut faire ça. On peut faire ça pourquoi? Grâce à FME Cloud. Alors vous avez sans doute tous entendu parler de FME Cloud. Ce sont des instances hébergées chez Amazon qu'on peut déployer à la demande et payer comme on veut, avec différentes tailles de machines, etc. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est marqué en tout petit dans le contrat de licence que personne ne lit, c'est qu'avec FME Cloud, vous avez le droit de faire du business. Excusez-moi l'expression, mais c'est quand même ça. Vous avez le droit d'utiliser les instances FME Server de FME Cloud pour un usage commercial. Donc si vous-même, prestataire, vous publiez un traitement FME
et vous voulez le vendre, vous pouvez. Ce qui n'est pas le cas avec l'autre instance FME Desktop et FME Server. FME Server, c'est en train de changer, mais avec FME Desktop, vous ne pouvez pas faire ça, sauf avoir une licence par client. Hein. Il n'y a pas de possibilité de mutualiser. Et donc, on va voir deux exemples d'utilisation de ce type. Le premier, MyRecipe, c'est un service édité par une société qui s'appelle Cube Solutions, donc je vous ai déjà parlé l'année dernière, qui fournit un service de réponse automatique au DTD-ICT. Vous voyez tous à peu près de quoi il s'agit. Hein. Donc, c'est une contrainte réglementaire qui oblige les exploitants de réseau et les opérateurs de génie civil qui font des trous dans la chaussée à se mettre d'accord, à communiquer pour s'échanger les plans, pour éviter que les uns fassent des trous dans les canalisations des autres. Okay. Donc, Cube Solutions a développé une solution en version on-premise qui consiste en gros à recevoir par mail les demandes des opérateurs de travaux. Tout ça, c'est enregistré dans GTF, qui sous-traite, qui fait faire le job de création de plans, de génération d'XML, tout ça à FME Desktop, et qui renvoie tout ça par email. Ça, c'est la version on-premise, donc il faut une instance de GTF et de FME Desktop par client. Cube Solutions développe maintenant une nouvelle version qui tourne dans le cloud. C'est le même principe, demande de plan, GTF. La différence, c'est plus FME Desktop, c'est FME Cloud. Voilà. Mais après, le résultat est le même. Pour l'utilisateur final, la personne qui demande les travaux, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que là, on peut avoir une instance pour un ensemble de clients et donc considérablement réduire les coûts d'exploitation et s'adresser à des clients qui ont des besoins, des exploitants de réseau qui ont une masse, une demande beaucoup plus faible. Deuxième exemple, GTF Online. GTF Online, c'est un service édité par une petite société qui s'appelle VRMS, une grosse société qui s'appelle VRMS, qui fournit un accès en ligne à des traitements FME par l'intermédiaire de notre application GTF. Donc là, la plateforme est mutualisée, bien sûr, sur de la AWS. Et cette plateforme permet alors pas de partager des traitements, parce que chaque utilisateur, chaque catégorie d'utilisateurs, en gros, va venir avec ses propres traitements. Hein. Les traitements et les données sont privés. Par contre, la plateforme, les logiciels sont mutualisés. Alors, l'intérêt de GTF Online, un des intérêts, c'est que c'est un modèle économique qui peut se jouer à trois acteurs. Il y a d'une part les utilisateurs, une grande partie des personnes qui sont dans la salle, vous avez besoin d'un traitement en ligne. Vous utilisez FME ou vous n'utilisez pas FME, peu importe, mais vous avez besoin d'un traitement en ligne pour permettre à un grand nombre d'utilisateurs d'y accéder, ou un petit nombre, mais par l'intermédiaire d'une application web. Deuxième acteur, un concepteur. Le concepteur, ça peut être n'importe quelle société de service, dont on parlait tout à l'heure, ou vous, si vous avez des compétences à FME ou VRMS, mais quelqu'un qui va développer un traitement FME. Et puis enfin, l'exploitant, ça c'est nous. Nous, on fournit l'infrastructure, les licences, GTF, FME Cloud, etc. Et on publie le traitement sur FME Cloud, on assure la facturation, et VRMS rémunère le concepteur, si le concepteur n'est pas VRMS ou si ce n'est pas l'utilisateur. Alors, je vais vous fournir un exemple. Voilà, c'est celui de GraphTHD Checker, qui a été conçu par Loïc, que je vais venir, voilà, Loïc Guénin-Randelli, qui je demande de venir ici pour expliquer ce qu'il a fait. L'utilisateur final, Ineo Infracom, donc opérateur télécom, et nous, VRMS, on assure l'exploitation. Donc, Loïc, est-ce que tu peux nous dire? Bon, on n'a pas trop révisé. Sur l'outil. Ouais, l'outil, voilà ce que c'est, est-ce que ça t'a apporté en termes de relation, puisque là on est plutôt dans le business model. Oui, c'est vrai que du coup, en fait, là l'idée c'était que je diffuse donc à un client qui était NJ Ineo Marseille un outil de contrôle qualité sur les données, donc le standard GraphTHD. Et donc en fait, le client ne souhaitait pas acquérir un développement spécifique, mais voulait un outil en ligne. Tu veux tester ou pas? Oui, on peut effectivement tester l'outil vite fait pour montrer comment ça fonctionne. C'est le type de test, hein. Donc du coup, le client, en fait, au final, il a accès à GTF Online, qui lui permet d'avoir du coup H24 un outil en front pour faire ses demandes. Donc
Donc en gros, il arrive sur ce type d'application. Donc évidemment, il y a un login mot de passe qui lui permet d'accéder seulement à son traitement. Il arrive donc sur cette partie-là. Vous voyez, il y a la partie traitement. Avant que l'utilisateur n'a qu'un seul traitement actuel disponible. Il choisit son traitement. Il accède au formulaire que certainement les développeurs de FME vont reconnaître. C'est les paramètres publiés du process. Il choisit donc ses paramètres. Effectivement, là, on pousse un zip qui contient des CSV et des shapes au standard GRASS THD. On choisit quelques paramètres métier ou type projection des données et on lance sa demande. Donc là, on ne doit pas avoir de zip de dispo. Mais du coup, au final, la demande se lance. Il a une vue sur l'état. Il voit que la demande est partie. Et une fois que c'est fini, il reçoit donc un mail automatique avec le résultat. On voit il y a 2 résultats qui ont été lancés là. Bon, après, effectivement, ça dépend du traitement, mais peu importe. Là, l'idée, c'est de contrôler la qualité. Et au final, on reçoit un XLS. Olivier n'a pas acheté la licence WinRAR. Et donc, on arrive avec quelque chose comme ça, avec une synthèse des erreurs et en fait, une feuille par type d'erreur. Donc voilà, là, c'est un fichier avec pas mal d'erreurs. Effectivement souvent un problème. Donc ça fait tout un panel de contrôle sur la topologie métier, etc. Mais l'important là, avec Olivier, ce que vous voulez démontrer, c'est qu'effectivement, moi je me concentre sur mon cœur de métier, donc je suis développeur FME indépendant, et j'ai des clients qui souhaitent avoir ces outils-là en mode service. Et effectivement, là, VRMS intervient sur la partie qu'Olivier définissait tout à l'heure, sur la partie infrastructure. Moi, au final, ça me permet de proposer à mes clients en quelques minutes, après avoir fait le développement, évidemment, il faut faire le développement au premier, mais en quelques minutes, je peux proposer un service en ligne avec FME Cloud et GTF Online, sans me préoccuper de toute la partie infrastructure. Donc moi, quand la partie serveur tombe en panne, c'est pas ma faute, c'est la faute de VRMS, et VRMS s'occupe de remettre ça en place rapidement. Voilà. Donc moi, je me concentre vraiment sur ma partie que je maîtrise très bien, et mon client a un service de qualité dans une société reconnue pour maîtriser FME. Internationalement. Merci. Je reprends le micro parce qu'on est un peu à la bourre. On me dit que c'est terminé, intervention est terminée. Mais ça tombe bien puisque je crois que c'est terminé justement. Il me reste juste à conclure en nous disant que pour moi, FME Cloud, il y a vraiment 2 technologies complémentaires. Le cloud apporte non seulement des données, mais aussi de la puissance du calcul et des services. FME, ça apporte l'interopérabilité, l'ergonomie, l'utilisation pour le client final. Donc c'est vraiment deux mondes qui sont tout à fait complémentaires. C'est beau, c'est sympa, surtout pendant les démos, mais c'est comme pour FME. Il faut s'y mettre. C'est un long travail d'apprentissage. Donc je vous invite à vous former si vous ne connaissez pas cette technologie. On est à votre disposition. On est à vos côtés pour la formation, pour l'assistance, etc. Bien entendu. Voilà, je vous remercie.